Et tu prends la N2, les gens ils pensent c'est super dur de monter de N2 à N1. T'as aussi, je pense, un nivellement parce que les poules sont un peu plus costauds. Romain Moulina, bienvenue sur Foot National. On va échanger bien évidemment sur le foot amateur. Pour rentrer directement dans le vif du sujet, aujourd'hui, quel est l'état de santé du foot amateur? Bon, euh, c'est compliqué à dire parce qu'est-ce qu'on englobe aussi, on va dire ce qui est semi-professionnel, parce qu'il y a quand même une semi-professionnalisation de beaucoup de clubs en division inférieure. Et surtout avec la réforme des championnats et toutes ces descentes cette année, on se rend compte que tu as beaucoup de clubs de N2 et notamment de N3. J'ai pas les compétences pour parler en R1, mais notamment en N3 aujourd'hui, tu as énormément de joueurs qui ne vivent que du foot. Quitte à ce que des clubs presque s'endettent, ça c'est une vraie question. Qu'est-ce qui va devenir de ces clubs qui aujourd'hui ont fait un effort financier afin de rester dans ces divisions? S'ils n'y arrivent pas, quid? On sait que par exemple en National 2, tu as des clubs à des très gros budgets comme Chartres qui affiche un trou assez colossal. La DNCG leur avait déjà retiré des points. Donc il y a une véritable question. On a vu ce qui se passe aussi pour le Gazélec. Là, on parle de clubs anciennement professionnels. Donc il y a un point d'interrogation un peu sur les finances. Après, sur l'état du foot amateur plus globalement, quand tu vois toutes les affaires liées à des violences sur arbitre, quand tu vois autant de clubs qui sont en décrépitude, et également si on va à très bas niveau, et je vais parler de l'Isère, hein, parce que je viens de là-bas, je sais qu'il y a de plus en plus de clubs qui vont fusionner les uns aux autres parce que justement, on réclame plus en plus de coûts, on réclame de plus en plus de choses dans les cahiers des charges et tout. Donc, est-ce que c'est une très bonne chose pour le football de proximité amateur? Je n'en suis pas persuadé. Tu as commencé à citer quelques clubs amateurs. Moi, j'aimerais qu'on s'attarde quelques instants sur un en particulier, le FC7, qui a fait Ouais. l'objet d'une vidéo que tu as intitulée Pire gestion du foot français. Comment est-ce qu'on arrive à une situation d'un club qui était installé en national et qui aujourd'hui, qui est dernier du groupe C de National 2, alors rien n'est fait, la saison est encore longue, mais qui risque peut-être d'être relégué en National 3. Puis il y a eu pire, qu'il y a eu une interdiction de recrutement par la DNCG, parce qu'il y avait Aussi. certains joueurs. Aussi. Parce que, bon alors, le FC7 déjà, qui était dirigé par Monsieur Gambetti, il y a eu un conflit avec la mairie qui était lié notamment au directeur sportif général, Monsieur Biton, l'ancien arbitre. Il y avait des bisbilles, etc. La mairie n'en voulait plus, etc. Parce que la mairie est quand même très importante dans le financement aussi. Donc tu as cette espèce de putsch politique qu'il y a eu avec la mairie qui voulait mettre des gens à eux et tout. Alors il faut savoir aussi quand même que le club vivait de bout de chandelle quand même au national, hein, c'était l'un des plus petits budgets, faut quand même le rappeler. Et ils se maintiennent assez miraculeusement avec une vraie aventure humaine. Sauf que derrière, tu avais des contrats qui avaient été signés, enfin des deals qui avaient été signés en cas de maintien, avec des augmentations de salaire, etc. Donc ça, la direction actuelle reprocha à l'ancienne direction. Néanmoins, financièrement, c'était pas exceptionnel. Il y avait aussi un problème avec l'équipementier. Mais pour faire très simple, tu as la mairie qui s'en mêle, qui veut mettre des gens à eux. Arrive une nouvelle équipe dirigeante, dirigée par le président Radionieri, qui est restaurateur et ami du maire à 7, avec d'autres personnes autour. Alors, on a Roland Courbis qui avait terminé la saison nationale. Alors, comment il a été payé, par qui il a été payé, c'est encore autre chose. Et arrive donc ensuite relégation administrative, parce qu'il manque de garanties financières et tout ça. Et depuis, le club cherche des investisseurs. Donc, ils sont sur la piste d'un Nigérian et de quelqu'un du Golfe. Alors, sachant qu'ils avaient reproché d'autres tentatives. Sauf que on dit que l'argent est bloqué parce que vous comprenez, le Nigeria est un pays fiché, etc. Alors je veux bien que le Nigeria est un peu fiché, mais c'est pas le Yémen ni Haïti, quoi. Donc quand ça tarde, ça pose beaucoup de questions. Vendredi, je crois dernier, il y avait une conférence de presse qui était prévue à ce sujet-là. Exactement. Si je dis pas de bêtises, ce Nigérian en question, je me demande si c'est pas le même qui a essayé de racheter Béziers il y a 6 mois, parce que je pense pas qu'il y a beaucoup de Nigérians qui essayent de racheter des clubs dans le coin. Donc je sais pas, mais en tout cas il avait été recalé. Mais en tout cas, il y a toujours pas l'argent. Anecdote quand même incroyable, la DNCG attendait de garantie notamment de 100 000 euros à ce niveau-là. Au final, ils nous ont donné, je crois, une caution de 10 000 euros ou 11 000 euros par une autre personne. Donc il y a une véritable question aussi, c'est qu'est-ce qui va devenir du club, en plus évidemment de la situation sportive qui est très compliquée, et quand même au corps défendant de la gestion, de la direction actuelle, qui a quand même fait aussi beaucoup de bêtises, ils n'ont pas hérité d'une situation facile, et je trouve que c'est un peu aisé pour la mairie d'aujourd'hui de s'en laver un peu les mains. Tout de même, parce qu'ils ont voulu mettre des gens, etc. Il y avait une situation qui allait être scabreuse, et on espère amener des investisseurs qui se méfient que ça soit pas une nouvelle escroquerie et des nouveaux mythomanes, et que malheureusement le club, non pas terminera en N3, mais potentiellement une relégation administrative qui les conduirait plus bas. Et les joueurs sont inquiets, le staff est inquiet, donc ça pose malheureusement beaucoup de questions pour le FC7 qui, comme tu le disais, était quand même, plus ça représente quelque chose, on parle du FC7 quand même, qui à l'époque était même en Ligue 2. Et justement, les instances, la Fédération française de foot ou la DNCG peuvent pas prendre des mesures fortes justement pour ça, pour essayer de...
nouvel Ils ont club. quand même fait une rétrogradation administrative. Alors ça a été beaucoup critiqué également. Alors, je sais qu'à 7, ils vont te dire qu'il y a un complot contre le FC 7. Alors on va être très réaliste, il n'y a pas de complot contre le FC 7. Euh, Tu remarques que la DNCG d'ailleurs de la FFF sanctionne beaucoup plus que la DNCG de la LFP. Oui. C'est quand même beaucoup plus dur. Il y a des retraits de points, etc. On peut parler du club de Chartres qui a eu 5 ou 6 points de retirés, si je dis pas de bêtises. Maintenant, pour la DNCG, etc., on pourrait faire davantage, mais c'est aussi à se poser des questions sur certaines mairies et pourquoi leur insistance à mettre des personnes qui, bah, de toute évidence, n'avaient pas les moyens aussi de subvenir aux besoins du club. Et pourtant, ces dernières années, dans le monde amateur, il y a beaucoup de joueurs, entraîneurs qui ont connu ce monde professionnel. Pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à apporter leurs connaissances, leurs compétences du haut niveau pour permettre au foot amateur de passer des étapes et au club de se C'est structurer? c'est une bonne question parce que autant t'as des clubs comme Jura Sud, c'est pas le plus gros budget de la poule, même si bon, ils ont quand même de l'argent, avec un entraîneur jeune, etc. C'est honnêtement pas mal ce qu'ils font. Alors après, moi, je prends l'exemple de Boulogne-sur-Mer qui s'est tourné sur un recrutement d'anciens joueurs pro, les beaux vieux, etc., mais avec un encadrement honnêtement clownesque. Je te donne juste un exemple. Alors, j'ai rien contre cette personne, mais si tu veux, ils ont changé les recruteurs Oui, et ils ont ramené un nouveau recruteur, mais en fait, c'est pas son boulot à plein temps. Et en fait, c'est pas qu'il fasse autre chose, qu'il soit serveur et il est DJ en même temps. Il s'appelle DJ Boulard. C'est pas le problème que tu ramènes je sais pas, le mec fait autre chose. Mais si tu veux donner les moyens au club, mets-le à plein temps. Parce que le mec, en même temps, il est DJ, alors que c'est un club qui a des moyens. Donc, des fois, tu te poses des questions sur la gestion. On a ramené quelqu'un qui était du basket dans la direction sportive du club. Et tu vas ramener des anciens pros type Claudio Beauvu. Là, le coach vient encore de changer. On avait ramené un préparateur mental qui venait de la boxe. Tu te poses des questions. Parce que Boulogne, c'est un club qui a de l'argent, hein, des structures, un public. Et ils oui, risquent de tomber en N3. Et ils étaient à 2 doigts de remonter en Ligue 2, rappelle-toi, lors de l'année Covid, où ils sont troisième de national quand ça s'arrête, et on n'a pas fait le barrage face à Niort qui était 18e de Ligue 2. Ça aussi, c'est quand même un truc assez incroyable. Mais c'est assez dramatique de voir ça. Chartres aussi a fait le pari des anciens professionnels, des Ricardo Fati, des Clément Chantôme, des Loris Arnaud, etc. Bon, le problème, c'est que là encore, la gestion est plus compliquée. Maintenant, sur les anciens pros qui vont, admettons, prendre des postes de coach ou de directeur sportif, t'en as certains qui sont trop habitués à leur rythme d'avant. Alors que quand tu passes coach et directeur sportif, ça nécessite beaucoup de travail. Et aujourd'hui, tu penses plus à toi, tu dois penser aux autres. Quand t'es joueur, et soit de basket ou de foot, ce que tu veux, bah t'as tu penses avant tout à toi. Donc là, c'est un total changement philosophique. Et t'en as certains qui ont du mal à le faire et qui travaillent pas trop et qui pensent qu'avec leur nom, ça suffit. Donc t'as aussi ça. Alors après, t'as un peu de tout. Alors je connais pas tout. T'as quand même des projets qui marchent plutôt pas mal, certains qui sont proches de monter, etc. Mais c'est vrai que quand tu vois notamment le pari des anciens pros en termes de joueurs avec les salaires que ça implique, il faut une complémentarité. Parce que certains vont, par exemple, tactiquement, moi j'en parlais avec certains joueurs de N3 qui avant étaient en Ligue 2, qui terminent leur carrière, ils disent, bah ouais, mais en fait, le style de jeu, il est tellement différent que forcément, des fois, toi, tu vois un trou, mais tactiquement, les mecs le voient pas. Donc, il faut une complémentarité. Ça, pas tout le monde ne peut jouer en division inférieure. Et oui, et vice versa. Certains vont être très bons en N2 et en N1, ils vont pas être bons. si on regarde malgré ces difficultés et si on se penche sur les résultats, notamment en Coupe de France, eh ben, les clubs amateurs, ils arrivent à rivaliser contre les clubs Mieux en professionnels mieux. de mieux en mieux. De mieux en mieux. Verviers, finale 2018, Rumilly, demi-finale 2021, Vierzon qui va jouer en qui a joué en huitième de finale de Coupe de France. Mais pourquoi les clubs ils bonifient pas leur parcours et surtout les gains financiers parce qu'il y a quand même des belles dotations dans cette compétition. Bah, après, t'as même en Outre-mer, hein, tu vois ce qu'a fait la Saint-Pierroise de temps en temps, qui avait fait des vrais trucs. Même les clubs de Tahiti et tout, donc c'est aussi à souligner. Mais je suis totalement d'accord avec toi. Il y a globalement une hausse globale du niveau de N3. Alors, déjà en termes de budget, premièrement. Ouais. Aujourd'hui, tu as des gros clubs, hein, on va le répéter, mais tu as des clubs encore comme Rouen en N2, quoi. Rouen, c'est pas taille N2, mais pas du tout. Donc, quand tu vois qu'en N3, tu as toujours Cannes, bah, je veux dire, Cannes, c'est pas taille N3 non plus. Quand tu vois que Valence, je crois qu'ils sont en R1, tu te dis qu'avant, Valence était en Ligue 2 il y a 20 ans quand même. Oui, Et oui. quand tu vois la ville, dans le département de la Drôme, ça n'est pas du tout un club de R1. À Non, la rigueur que Guignon soit N2, N3, c'est une petite ville de 7-8 000 habitants. il y a eu beaucoup Ce qui de est une anomalie aussi, si les on prend Fourgeois. l'exemple de Valence, il y a eu l'AS OAV, ça a déposé le bilan, c'est devenu l'AS Valence. Ça a déposé Exactement. le bilan et aujourd'hui c'est l'Olympique de Valence, oui, c'est en R1. Et Mais ouais. normalement, si tu prends le potentiel de la ville et du département, ils doivent pas être en R1. Donc Non, c'est des clubs qui sont plus gros qu'on va dire où ils devraient être. Et en même temps, tu as de plus en plus d'argent. Alors le problème que tu as, et là tu as raison, quand tu parles des dotations Coupe de France qui parfois sont énormes, le problème c'est que parfois ça passe un peu par les primes, ce qu'on peut comprendre, mais aussi c'est qu'on met énormément d'argent pour l'équipe 1.
et des fois un peu à perte. Alors on va prendre un exemple tout bête, mais quand tu prends Versailles, ils sont montés, ok, très bien, là ils sont N1. Mais en N2, c'était déjà n'importe quoi le budget pour l'équipe première, la masse salariale. C'était pas une masse salariale de N2. Il y a même des clubs de Ligue 2, bas de tableau, qui n'avaient pas ça. Donc t'as ça, tu prends Grasse, Grasse, il y a de l'argent. Grasse, c'est plus, ils ont plus de budget que Saint-Brieuc. Ils ont plus, je pense qu'ils sont budget quasiment d'Avranches, qui en N1. Donc, t'as aussi ça qui rentre en ligne de compte, des pros qui redescendent, et puis t'as un resserrement, on va dire, du niveau, parce que c'est pas facile de jouer en N2, N3. Quand tu prends aujourd'hui un joueur comme Bondy Prunier, qui a été une des révélations de Rouen l'an passé, qui là, en train de passer le gap à Versailles, t'as déjà des clubs de Ligue 2 sur lui et tout, faut pas oublier que t'as toujours plus de clubs qui vont regarder N2, N3. Donc, je suis d'accord vis-à-vis de la Coupe de France. Je pense que l'une des différences aussi, c'est la professionnalisation des joueurs. Aujourd'hui, tu as de plus en plus de mecs qui ne font que du foot. Physiquement, ça se voit aussi dans la récupération. Tu as aussi les anciens pros. Tactiquement, ça travaille. Autant, je pense que tu as peut-être une... Après, le N1, c'est un championnat très bizarre parce que regarde aussi. Auparavant, il y a que 20 ans, tu avais rarement la double descente. Ouais. Ligue 2 nationale, maintenant N2. Nancy peut la faire. Nancy peut faire une double descente. Avant, alors moi, l'exemple, c'est Béziers. Béziers qui va en Ligue 2 et ensuite, il te faut une double descente. Donc, ça montre pour moi quelque chose, c'est que N1, c'est un niveau qui est, je suis pas l'expression qui est bâtard, mais clairement, parce que tout est compliqué. Tu vois, je veux dire, même Saint-Brieuc, là, ils ont mal commencé depuis que Mokenem est là, ils sont en train de remonter. Même le Puy, ils sont pas faciles à jouer. La Paris 13 s'est vraiment renforcé. Et tu prends la N2, les gens, ils pensent, c'est super dur de monter de N2 à N1. Donc ça fait que tu dois investir pour monter. On prend un club comme Bergerac. Ça fait des années que dans leur poule, ils sont au tableau, mais ils n'arrivent pas à monter. Pas forcément leur faute, ils ont pas forcément les structures, mais je veux dire, donc ça met de l'argent. Donc t'as aussi, je pense, un nivellement parce que les poules sont un peu plus costauds. Quand tu prends la poule de France, que moi, un club comme Bobigny, qui avait quand même eu le haut de tableau, mais ils n'arrivent pas à monter parce que t'en as qu'un. Fleury, c'est pareil. Fleury, c'est quand même un budget correct. Tu compares il y a 10-15 ans, ouais, je pense pas que c'est le cas. Ah, je me rappelle qu'à l'époque, en national, il y a 10-15 ans, tu prends Cherbourg, par exemple, ils avaient leur junior Miranda, leur numéro 10 brésilien, qui est resté je sais pas combien d'années là-bas. Ok, lui, il avait un fédéral, mais pas tous étaient en fédéral. Aujourd'hui, tous les mecs de N1 font du foot. En N2, t'as quand même beaucoup de clubs, les mecs, ils font que ça aussi. Et ça, je pense, c'est la grande différence et c'est aussi peut-être l'écart de niveau qui tendance à se niveler. C'est pour revenir au championnat national. C'est une saison aussi particulière avec 6 descentes, seulement 2 montées. Il y a eu des changements d'entraîneur aussi à l'appel, donc ouais, ça va être Et difficile. regarde Martigues. Martigues monte et aujourd'hui est haut de tableau. Ouais. T'as aussi la double montée. Martigues peut la faire. Alors certes, ils ont une grosse subvention de la mairie. Ils avaient déjà une grosse subvention de la mairie. Je crois que c'est 1,1 million. Donc c'était un club qui avait de l'argent. Et c'est un club historique du football français, notamment dans le sud, pour former, pour tout ça. Néanmoins, ça te montre quelque chose. Aujourd'hui, t'es promu en N1. Alors tu renforces un petit peu ton équipe, mais il n'y a pas le gap comme il y avait avant. Autant je pense qu'il y a un écart gros entre N2 et N3, globalement. Quand tu parles aux joueurs, ils te le disent. Après, ça dépend de la poule aussi que t'es. Mais N1 et N2 aujourd'hui, c'est très proche. Hein. Aujourd'hui, c'est très proche. Et même dans les budgets, dans les joueurs que tu attires. Et l'exemple le plus frappant, c'est Martigues. Et comme tu dis, c'est le championnat N1 avec Concarneau qui avait super bien démarré avec le Mignon, alors qu'ils n'ont pas le plus gros budget. Hein. Et là, on va voir Versailles qui a un petit coup de mou actuellement, le Red Star qui est encore là. Ça reste, et même pour la descente. Aujourd'hui, tu as quand même Châteauroux, qui est quand même l'un des plus gros budgets de N1, qui risque la N2 avec Nancy. En fait, ça, pour moi, ça te montre tout. Et l'écart avant qu'il y avait entre ce qu'on disait, les clubs vraiment pro et le reste, bah, tu le vois actuellement. Nancy, Châteauroux. Peut-être qu'ils vont se maintenir. Mais même un club comme Orléans n'est pas sauvé. Alors qu'Orléans, ils sont pros depuis un petit moment, comme ils ont fait des passages en Ligue 2 et tout. Ouais. Donc ça Non, montre mais beaucoup de choses. ce championnat national, il va être passionnant jusqu'à la dernière journée. Mais même la N2, Non, avec toutes les mais descentes qu'il y a, tu te rends compte, on reparle de Boulogne-sur-Mer. Boulogne-sur-Mer, à mode miracle, ils y ont droit à la N3. Tu imagines? Même en N3, un club comme Guignon, faut qu'il fasse attention. Eh oui. oui. Donc, comme c'est compliqué pour remonter, enfin, je veux dire, aujourd'hui, un club comme Grasse veut la Ligue 2 d'ici quelques années. T'as Gol FC également. Enfin, regarde le nombre de projets ambitieux que tu as aussi. C'est peut-être la différence qu'on avait avec il y a 15-20 ans. Bah, par exemple, Gol FC, c'est aussi une fusion. On parlait des fusions tout à l'heure. Il y a eu de ça. Mais aujourd'hui, regarde le nombre de projets ambitieux que tu as en N2. Rouen, bah, forcément, parce que les gens attendent quelque chose. Normalement, c'est anormal qu'ils soient en N2. Mais ce sont pas les seuls. Regarde, ce qui est en plus exceptionnel, c'est que tu as des clubs qu'on n'attend pas forcément comme Marignane, qui peut jouer la montée. Hier, on dit oui, hier, on ramène des joueurs décidés là, parce qu'il y a des gros salaires hier. Hein. Des fois, ça va à 5 chiffres hein, sur certains l'an passé. Cette année, je sais pas. Et hier, ils vont pas monter. Et on a encore des clubs comme Toulon en Ligue 2, qui est quand même des villes
qui est dans le top 20 des plus grandes villes de France. Et les pauvres gens du Sporting qui en ont marre évidemment de la gestion. Donc ça te montre à la fois des gestions hasardeuses parce que c'est anormal ce qui se passe à Toulon, c'est anormal également ce qui se passe au Canet. On sait même pas s'ils vont finir la saison avec les problèmes financiers et tout. Donc t'as vraiment tout, je trouve, dans ces divisions inférieures. T'as des clubs plutôt bien gérés, des clubs plutôt fortunés, t'en as d'autres où ça va être une galère pour terminer la saison, quoi. Quelle solution alors pour éviter au club de disparaître à l'image du Gazélec du Gazélec Quelle tristesse. Ajaccio, pardon, qui était en Ligue 1 lors de la saison 2015-2016. Quelle tristesse le Gazelle, quelle tristesse. Parce qu'on parle vraiment d'historique, on va voir l'an prochain ce que ça va donner. Bah déjà, c'est d'arrêter de dépenser plus que ce qu'on a. Mais le problème, c'est que tu as une course à l'armement, j'ai envie de te dire. Et que tu vois que les autres ont plus d'argent et t'as pas envie de descendre. Donc, tu as des clubs aujourd'hui qui ont plus les moyens. Donc, c'est aussi pour les, on va dire, les clubs où les mairies, les subventions sont pas énormes, ça a une vraie question. Alors après, t'as des maudits, hein, type Mulhouse, Limoges. Ça n'a jamais pris, il y a eu des faillites, des machins. Alors que c'est des villes qui ont un potentiel économique. Là, tu as un club de Besançon qui est de nouveau en N2. Besançon, c'est aussi un peu maudit quand même, alors que c'est quand même une ville dynamique économiquement. Enfin, il y a de la démographie, il y a tout ça. Donc la peur que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, le foot dit de village, des 6-7 000 habitants qui arrivent en N2, N3, risque d'être limité économiquement et peut-être vont faire des conneries. Parce qu'ils vont dire, il va falloir qu'on fasse plus, etc. Parce qu'aujourd'hui, on a ces besoins-là. Donc, je pense qu'il faudrait plus de contrôle. Et ouais, déjà plus de contrôle, que la DNCG soit un peu plus sévère et aussi que les mecs arrêtent de dépenser ce qu'ils ont pas. Après, c'est sûr que c'est dur parce que t'es ambitieux, t'as envie de dire, voilà, on peut mieux faire. Mais on remarque que des fois, c'est pas le budget qui fait tout. L'exemple, c'est la N1. Concarneau, ils sont en haut de tableau. Concarneau, je pense qu'ils doivent être 11, 12e budget, pas plus. Donc ça te montre que si quand tu travailles bien, Jura Sud, c'est pas le plus gros budget de la poule. Ils sont hauts. Et au contraire, t'as des gros budgets qui se cassent la gueule. Donc, c'est d'arrêter peut-être de tout mettre aussi sur les équipes premières et de bien former, parce que tu remarques que souvent, c'est ce qui marche aussi en N2, N3, quoi. C'est quand tu arrives à avoir quelques joueurs du cru, etc. Est-ce qu'à l'époque, quand Guignol est en Ligue 2, pourquoi Guignol, ils ont réussi à survivre autant de temps? C'est parce qu'ils arrivaient à former des mecs, ou ils récupéraient des mecs à 16, 17, 18 ans, ils les remettaient et tout, notamment la filière algérienne de Guignol. Les Bouguera, les Kierkar, les Belhadj, etc., les Mansour Boutabou. Bon, lui, c'était vraiment post-formation, mais c'est ce qui a fait à un moment donné que Guignol, ça a tenu. C'est qu'à un moment donné, ça a formé. Et le gros coup terrible à Guignol et la région, c'est le centre qui a fermé. Un autre exemple de club qui a quand même des moyens et qui essaye de faire des choses, c'est le Cuiseau. Il essaye d'attirer du public, ça attire du public, le Cuiseau, quand même. Oui. Donc aussi, quand tu as ce genre de club historique qui ont un bastion de fans, je pense que ça aide pour la gestion parce que tu as des rentrées d'argent. D'où la question pour les autres. Il y en a, ce sera plus compliqué. Et récemment, sur ton compte Twitter, tu expliqué que plusieurs clubs anglais étaient à la recherche Ouais. de filiales en national, Ligue 2 à l'image de 3 qui est en Ligue 1 avec Manchester City. Déjà, quels sont les clubs concernés? Et tu dis également que c'est pas forcément une bonne nouvelle pour ces clubs-là. Regarde Nancy, hein. Nancy sont quand même dans le groupe où tu as Ostende, où tu as Barnsley. La gestion de Nancy est catastrophique, hein. Je pense que tous ceux qui suivent la SNL pourront confirmer. Châteauroux, ça a pas pris, parce que Châteauroux est une filiale de Sheffield United aussi. Donc il y a des intérêts en tout cas. On rappelle que Cannes a failli passer dans le giron du propriétaire de la Rome l'an passé. C'était pas très loin non plus. Alors Cannes, c'est vrai que ça attire toujours un petit peu, mais là en effet, t'as des tractations, surtout pour des clubs de Ligue 2, tu vois. Il y a eu des pourparlers pour Valenciennes, pour Dijon, parce que c'est des clubs qui attirent. Mais en national aussi, en tout cas, il y en a qui essaient et qui regardent. Je sais que ça regarde pour Dunkerque, qui est en vente. Là, on va voir ce qui va se passer aussi à Dunkerque. C'est très intéressant ce qui va devenir. Et là, pareil, t'as vraiment un maire qui a une belle politique sportive et tout. Enfin, Dunkerque, c'est vraiment un club qui a tout pour bien faire pour le coup. Dommage ce qui s'est passé ces derniers temps, parce que là, il y a aussi un trou. Donc oui, oui, il y a cet intérêt-là. Et c'est vrai que quand tu vois Nancy-Châteauroux, c'est pas forcément une garantie. Ça dépend qui te rachète et qui est en place et tout ça. Ça, voilà, ce niveau. Mais Toulouse aussi, hein. Toulouse aujourd'hui, c'est une filiale du Milan quelque part. Ouais. Mais propriétaire. Mais ça bosse bien. Même si c'est différent hein, comme c'est géré. Ça va. Mais Nancy, c'est vraiment ça. Je veux dire, Nancy, l'an passé, ils ont des problèmes à la DNCG. Hop, Ostende, même propriétaire, va acheter un joueur de Nancy, une valeur évidemment supérieure. C'était Monsieur Bitton, je crois. Biron, j'ai un doute sur le nom du joueur. 4 ou 5 millions d'euros. Ça a permis, tu vois, d'éponger un peu les comptes et tout. Bon, t'as aussi tout ça. D'ailleurs, les clubs de Ligue 2 avaient gueulé. Et au final, on regarde Nancy. Première descente. Attention à la double descente. Attention. Est-ce que il y a des enquêtes en cours ou des vidéos à venir sur le foot amateur? Ouais, Boulogne. Boulogne. Ouais. Boulogne-sur-Mer, parce que c'est terrible, quoi. Peut-être un truc sur le Gazlec. Après, je travaille un projet plus à long terme autour
Ce sera peut-être mon prochain ouvrage un peu sur ces clubs oubliés, ces mecs oubliés, tu vois, ces personnes un peu oubliées, que ce soit des joueurs, des intendants, des dirigeants et tout. Donc là, je suis en train un peu de compiler tout ça, de Guignon à Louan Cuiseau, en passant par Valence, Martigues et autres. Parce que par exemple, il y a un truc, alors ça a été couvert par la presse locale et tout, et spécialiste, mais par exemple, le Martigues de Djabi Konis, j'ai rarement vu de honte pareille quand même. Dans les affaires horribles et immorales, je trouve que nationalement, on n'a pas assez parlé. Tu vois, donc ça, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Et après, il y a plein d'autres trucs. Istres, par exemple. Tiens, Istres. Alors, c'est incroyable, Istres. Ils étaient en Ligue 1 aussi. Alors, tu vois, le club a périclité. Donc, il y a beaucoup, beaucoup. Donc là, je travaille peut-être un projet plus long terme là-dessus parce que je pense qu'il y a beaucoup d'histoires tragiques, belles, humaines, guignolesques aussi. Parfois, il y a un peu de tout. Et c'est aussi des pans de vie. Tu vois, Guignon, on y revient. Mais Guignon, bah, c'est aussi, ça remonte l'histoire de la France quelque part. Et cette France périphérique, bah, à l'image aussi des forgerons, hein, des forges, etc., du sponsor, du dynamisme économique en déclin avec l'avancée technologique, quelque part, avec Gueulon, t'as l'histoire de la France. Donc je pense que c'est assez intéressant. Mais en vidéo, Boulogne-sur-Mer et peut-être le stade Poitvin. Eh ben merci beaucoup Romain Molina d'avoir été avec nous. Merci à vous d'avoir suivi cette interview, de l'avoir regardé sur Foot National, l'ensemble de l'actualité du foot amateur, des championnats de France, de Ligue 1, de Ligue 2, sans oublier les équipes de France masculines, féminines, sont à retrouver sur Foot National. À bientôt.